lorsque l'Empire achéménide, premier empire universel, fondé à la fin du VIe siècle avant notre ère, est conquis et renversé par une population des marges de cet espace central de la civilisation humaine, le Koumen, une population de mercenaires, une population à la limite du monde non civilisé, du monde barbare, les populations macédoniennes, de culture grecque ou hellénisante, qui de mercenaires passent au statut de conquérants de l'empire universel, de l'empire achéménide, dirigé par un roi, un jeune roi visionnaire, Alexandre dit le Grand, dont on voit ici une carte assez classique de l'expédition, et donc cette expédition qui justement le conduit, après la conquête de la Syrie et de l'Égypte, la victoire contre les armées perses près d'Erbil, à Gaugamel, l'installation de sa capitale à Babylone le conduit donc à la poursuite de l'empereur Darius III, le dernier empereur achéménide, puis à la conquête de la satrapie des Parthes, des différentes satrapies, provinces de l'Afghanistan actuel, la Bactriane dans le nord de l'Afghanistan, la Sogdiane dont on a parlé, dont la formation est liée à la sédentarisation des sites nomades des steppes de l'Ukraine, de la Russie, du Kazakhstan, dans cette région d'oasis, donc au développement de ces oasis, et notamment la prise de Marakanda, l'antique Samarcande. Donc c'est en Bactriane qu'il se marie avec Roxane. Il continue son expédition dans le Pendjab, à l'est de cette carte, là où sont donc tous ces 5 affluents, ces 5 eaux affluentes du fleuve Indus, route, et rentre finalement à Babylone où il meurt en 323. Donc comme on le voit, Alexandre, comme les Achéménides avant lui, ne s'aventure pas dans le bassin du Tarim. Il ne franchit pas le Pamir, il ne franchit pas l'Hindoukouche, il ne franchit pas les Tian Shan. Il attaque les sites nomades, mais il ne pénètre pas de l'autre côté de l'amphithéâtre montagneux qui isole les Tochariens du monde moyen-oriental. Au lendemain des conquêtes d'Alexandre, au début de l'hellénisation du monde de l'Extrême-Orient, du Pendjab, des différentes provinces, de Gédrosie, d'Arakosie, du sud de l'Afghanistan actuel, le pays Pashtun actuel, cette irruption de l'armée d'Alexandre, cette provincialisation et les fondations de villes hellénistiques non loin de l'Indus, ou dans le Gandhara, province dont on a déjà parlé, qui est tout près du Tarim, de l'autre côté des cols, notamment sa cité de Taxila. Cette mise en contact politique va conduire une petite entité politique de l'aval du bassin du Gange, en amont certes du Bengale actuel, mais tout de même assez éloigné, à conquérir l'ensemble du bassin du Gange, puis le bassin de l'Indus, puis à s'aventurer même sur le plateau iranien dans le pays Pashtun actuel. Cette première unification de l'Inde est en fait un autre empire universel que celui que les hellénistiques projettent. Il profite évidemment de la guerre civile entre les généraux d'Alexandre pour s'étendre dans les territoires qui sont déjà en voie d'hellénisation, et un certain nombre des textes dédicatoires fondés par l'empereur Ashoka, notamment dans la région de Kandahar, dans le sud de l'Afghanistan, sont écrits dans les 2 systèmes d'écriture et les 2 langues, indien et grec. Mais comme pour l'Empire achéménide, comme pour l'Empire hellénistique et comme pour l'Empire Maurya également, aucun donc ne pénètre dans le bassin du Tarim. Donc on retrouve notre structure avec des populations issues des invasions scythes, les Yuezhi, probablement dans la région du Gansu, très loin du désert de Gobi, les Saka à l'ouest du bassin du Tarim, même si la frontière linguistique n'est pas proprement parlée fixée pour cette époque, en tout cas on ne la connaît pas, puisque l'écriture ne s'est pas encore développée. Les Sogdiens, qui eux-mêmes n'ont pas encore développé l'écriture à cette époque-là, mais dont on connaît la présence grâce aux sources qui rapportent l'épopée d'Alexandre. Les Bactriens, qui vont, à partir de ce moment-là, devenir un peu l'épicentre de l'hellénisme dans l'Extrême-Orient, et une zone de contact entre le bouddhisme qui arrive d'Inde et la civilisation hellénistique et iranienne qui fusionne à l'est de l'Empire séleucide, de l'Empire hellénistique séleucide. Et puis donc on va voir la fondation donc, de ce système indo-grec, qui est le produit de la rencontre de l'Empire hellénistique et de l'Empire Maurya. Les descendants des sites nomades, que les sources achéménides puis hellénistiques appellent les Saka, et de l'autre côté,
on commence à arriver à l'époque où les sources chinoises, au moment de la fondation bientôt de l'Empire Han, l'ancêtre de l'Empire Han, ou le premier empire, hein, l'Empire Qin, au IIIe siècle avant notre ère, donc à l'époque de l'Empire Maurya et de l'Empire séleucide hellénistique, parlent de populations nomades du désert de Gobi, des steppes de Mongolie, de Mandchourie, qu'ils appellent les Xiongnu. Mais la frontière de l'Empire Qin est encore extrêmement éloignée. Hein. Il ne contrôle pas le Gansu, donc la frontière est encore à 600 km du début des territoires qui concernent le Xinjiang ouïghour actuel. Donc voilà un petit peu l'organisation avec l'Empire séleucide qui contrôle Marakanda, hein, la capitale ou la grande cité des Sogdiens, et puis l'Empire indo-grec qui se développe donc à la marge de l'Empire séleucide dans la zone de contact, notamment le Gandhara, la zone de contact entre l'Empire Maurya et l'Empire hellénistique. À nouveau, donc, pas de présence spécifique dans le bassin du Tarim, mais une influence qui va se faire sentir. On voit l'émergence à cette époque-là de cités, de grandes villes, dans l'espace tokarien et dans l'espace probablement linguistique Saka. Donc un peu des deux côtés de la frontière linguistique. Dans le monde Saka, dans le monde scythe iranophone, et dans le monde tokarien, avec une influence donc de plus en plus forte du monde de l'Empire Maurya, de l'Empire hellénistique et du monde indo-grec qui est de l'autre côté de l'école. On voit les fondations d'Alexandre qui, comme les fondations attribuées à Cyrus, hein, les fondations urbaines, les fondations de cités coloniales macédoniennes attribuées à Alexandre, ne sont pas dans le bassin du Tarim. Hein. Elles s'arrêtent donc à peu près à la même frontière hein, et concernent uniquement donc l'amont de l'Indus et le bassin de l'Asie centrale ex-soviétique, de la Moudaria et du Sirdaria. Voici une des représentations très célèbres hein, d'Alexandre de Macédoine à la bataille donc de Gaugamel face à Darius III. Alors, ces ruines urbaines hein, sont tout aussi difficiles à interpréter que celles de la civilisation des momies, à vrai dire. Donc voici les ruines de Nia, hein, au centre du bassin du Tarim, dont il reste un certain nombre de piliers de bois. Hein. Donc on avait des structures construites en bois, ce qui suppose des cultures du tamarisque probablement, un peu partout dans les oasis. Et ces oasis sont aujourd'hui complètement désertifiées. Hein. Les oasis qui subsistent de ces régimes-là sont en général en amont. Alors que celle-ci se trouve vraiment au centre du bassin du Tarim, donc dans des espaces qui sont très difficilement accessibles, hein, qui nécessitent des expéditions archéologiques de grande ampleur. Et donc on y perçoit un certain nombre d'influences, hein, d'influences iraniennes dans ces cités. On voit commencer à apparaître donc le système graphique hein, du Devanagari ou du Kharoshthi, donc les systèmes graphiques de l'Inde du Nord, hein, qui commencent à être importés. Et on retrouve ici, regardez, donc une influence hellénistique avec cette corne d'abondance à ce personnage féminin nu. Et ici, de l'autre côté, hein, une représentation d'une sorte de dragon hein, qui dénote cette fois-ci une influence chinoise qui arrive avec la dynastie Han au 1er siècle avant notre ère et dont nous allons parler. Donc voilà la situation à l'aube de notre ère précisément, hein, à la fin du 1er siècle avant notre ère, au début du 1er siècle après notre ère, la civilisation hellénistique s'est effondrée. Dans une bonne partie de la région, elle est passée sous le contrôle des Parthes. Mais les cités hellénistiques restent, hein, et il reste notamment un royaume gréco-bactrien important, donc dans cette région ici en jaune, où l'alphabet grec est en usage. On a l'expansion des Xiongnu, donc ces populations turques, mongoles. Cette expansion est connue grâce aux sources officielles de l'Empire Han, de l'Empire chinois. L'Empire chinois qui lui-même donc tente de repousser les Xiongnu, de les vassaliser, de conquérir le Gansu. Et les sources chinoises nous rapportent que l'Empire Xiongnu, en s'étendant, pousse les Yuezhi, donc des populations qu'on suppose être d'origine scythe, à une grande migration qui les conduit à s'installer en Bactriane. Et dans le nord de la Bactriane, il se trouve une région qui, à l'époque islamique, est appelée le Toharistan. Et donc il est très probable qu'on ait affaire à des populations, en partie scythes ou en partie tokariennes, qui ont migré dans cette région qui correspond au Tadjikistan actuel. Donc cette grande migration des Yuezhi est sans doute à l'origine de la formation du Tokaristan, mais il est aussi à l'origine d'une grande mutation hein, du royaume ou de l'empire gréco-bactrien, et va accoucher à terme de la formation de l'empire Kushan. Empire Kushan qui utilise l'alphabet grec pour transcrire la langue bactrienne, la langue locale, iranienne,
mais qui est dirigé par une élite de conquérants issus des Yueji, issus de ces Tokariens, ce mélange de Sith ou de Tokariens, venus du bassin du Tarim, voire peut-être même du Gansu. Il y a d'autres migrations de Sith à cette époque-là, hein, donc notamment ceux que les sources grecques et achéménides grecques appellent les Sakas, donc les Sith nomades. Ces Sith nomades déferlent dans le couloir entre le massif iranien et le massif de l'Hindoukouche et vont fonder le pays des Scythes, justement, le Sakastan, qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui le Sigistan ou Sistan. Et donc ces Sakas vont pénétrer jusque dans le nord de l'Inde et ils vont y fonder, comme les Indo-Grecs, une dynastie d'Indo-Sakas. Donc on a ce flux, ce mélange de populations, mais qui à nouveau ne touche que très à la marge le monde du Tarim, hein, où néanmoins on voit apparaître un des systèmes culturels avec un usage de l'écrit qui va commencer à se diffuser en empruntant à l'alphabet du Gandhara, hein, et du Punjab, du nord de l'Inde, dans les cités scythes et dans les cités tokariennes. De l'autre côté, donc, on a la formation de cet empire parthe, hein, qui est la grande puissance du Moyen-Orient de l'époque, en face de l'empire Han, hein, la grande puissance de la Chine de l'époque. Et à nouveau, hein, le bassin du Tarim reste à l'écart. Les Parthes vont, comme les Grecs et les Sakas, former à leur tour un royaume indo-parthe en Inde du Nord. Et c'est là que arrive la première occupation chinoise. Et c'est à la fois la première occupation chinoise, mais c'est tout simplement la première mise en contact du bassin du Tarim, des Scythes et des Tokariens qui vivent autour du désert du Taklamakan dans leurs oasis, dans leurs villes, la première mise en contact avec l'Empire chinois, tout simplement. Elle arrive avec les Han au 1er siècle avant notre ère. Les Han conquièrent le Gansu, qu'ils transforment en province, qu'ils militarisent, où ils construisent le mur, la Grande Muraille, et ils imposent un régime de protectorat qu'ils appellent les protectorats occidentaux à l'ensemble de ces petites cités-états d'oasis du bassin du Tarim. Donc l'influence culturelle arrive du Moyen-Orient ou de l'Inde du Nord, mais l'influence politique est désormais chinoise. Mais ça n'est qu'une étape dans l'histoire, ça n'est qu'une des 3 occupations chinoises qui vont sporadiquement concerner le Tarim. Donc voilà un petit peu pour se représenter l'expansion de l'Empire Han, hein, le centre historique de la Chine. C'est avant tout donc le bassin du fleuve Jaune, ici, et donc l'endroit où se développe la langue chinoise. Et puis à l'époque de l'Empire Han, on a une expansion du pouvoir chinois aux populations du sud, de la moitié sud de la Chine, qui vont être hanisées, qui vont apprendre à parler la langue de la Chine du Nord, et où se développent aujourd'hui donc les langues chinoises qui sont différentes du mandarin. La conquête du Gansu, hein, qui est réalisée à la fin du IIe siècle, au début du 1er siècle avant notre ère, et puis un certain nombre d'expéditions, mais aussi on a aussi des expéditions en fait de missionnaires, d'ambassadeurs, hein, qui traversent la région, et donc ici on voit la formation donc, du protectorat occidental, qui inclut des territoires d'ailleurs au nord du Tian Shan, hein, jusqu'au lac Balkhash qu'on voit ici. Donc voilà un petit peu cette culture scythe nomade, hein, les Sakas, notamment dans la vallée d'Ili. Hein, la vallée d'Ili, c'est une très très belle, un très très beau territoire au cœur de Tian Shan, hein, avec des paysages qui parfois rappellent les Alpes. Hein. Donc on a un très beau masque mortuaire de cette culture Saka, peut-être de cette culture Saka qui commence à être en contact avec les nomades Xiongnu, hein, qui ont repoussé justement les Yueji Saka. Donc on est dans cette zone de contact, hein, ce masque illustre cette zone de contact culturel entre la civilisation scythe et la civilisation Xiongnu, hein, qui sont de toute façon des civilisations très proches, ou en tout cas en contacts étroits, des civilisations nomades, en contacts étroits.